Pouvez-vous nous raconter votre parcours? Bon, mon parcours, j'aime d'ailleurs beaucoup mieux ce mot parcours que le mot carrière, hein. C'est vraiment un parcours. Bon, ça a commencé à l'école normale supérieure, rue d'Ulm, où je suis rentré pour faire mes études et puis finalement j'y suis resté 22 ans. Parce que je suis rentré au laboratoire Kastler-Brossel, qui est quand même un excellent laboratoire dans le domaine de la recherche fondamentale, puisqu'il y a eu 3 prix Nobel dans ce labo. Pas moi, malheureusement, mais vous allez voir que j'ai bifurqué peut-être avant. Donc j'ai passé 20 ans à faire de la recherche fondamentale dans les domaines de physique atomique et physique des lasers, mécanique quantique. J'ai eu la chance d'ailleurs à ce moment-là, c'est un élément important dans ma vie professionnelle, d'arriver à la fin de l'année 1968 avec juste ce qu'il fallait pour pouvoir postuler un poste de professeur d'université. Donc j'ai eu la chance à 29 ans d'être professeur à l'université Pierre et Curie. Euh, Au bout de ces années dans le laboratoire Kastler-Brossel, première bifurcation un peu inattendue, le directeur général du CNRS m'a proposé de prendre la direction du département qui s'appelait à l'époque physique de base, mathématiques et physique de base du CNRS. Bon, donc j'ai accepté, pensant passer quelques années comme directeur scientifique du CNRS, de façon à ensuite pouvoir revenir avec une expérience un peu élargie dans mon laboratoire où j'avais gardé une petite équipe et un bureau. J'ai passé 7 ans comme directeur scientifique du CNRS. Au bout de 7 ans, j'ai considéré qu'un septennat, c'était suffisant et j'avais préparé mon retour au laboratoire de l'école normale. Et là, seconde surprise, je suis contacté par le président directeur général de Saint-Gobain, Jean-Louis Beffat, que je ne connaissais pas d'ailleurs, sauf avoir croisé un peu à des réunions à l'occasion, qui me proposait de prendre la direction de la recherche du groupe Saint-Gobain. Là, c'était un saut encore plus important vers un autre métier. Mais en tant que directeur scientifique au CNRS, j'avais souvent dit aux chercheurs que s'ils avaient l'occasion d'aller dans l'industrie, il fallait qu'ils le fassent pour voir un peu ce qui s'y passait. Donc, je pouvais difficilement refuser cette proposition, d'autant que ce poste de directeur de la recherche du groupe Saint-Gobain était quand même particulièrement intéressant. Donc, je suis rentré à Saint-Gobain en 1988 comme directeur de la recherche et j'ai passé 17 ans à la direction de la recherche de ce groupe. Alors je suis arrivé, je ne connaissais quasiment rien au monde de l'entreprise et encore moins au métier de Saint-Gobain, puisque ma spécialité c'était la mécanique quantique, bien loin des métiers de Saint-Gobain. Mais j'ai vite appris, parce que dans la vie il faut vite apprendre, et donc ça s'est bien passé. Au bout de 17 ans, j'ai pris ma retraite, d'abord parce qu'à un certain âge dans les entreprises, on vous demande quand même de laisser la place aux jeunes. Je ne suis pas devenu totalement inactif, mais à partir de là, je me suis surtout intéressé à l'évolution des universités françaises et j'ai notamment participé pendant une dizaine d'années au jury international des IDEX, qui a permis d'identifier une quinzaine d'universités en France qui regroupent un peu toutes les disciplines, ce qui n'existait pas auparavant, et qui aujourd'hui permettent d'identifier peut-être une demi-douzaine d'universités qui sont dans le top 50 ou dans le top 100 des universités mondiales, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc le monde universitaire continue à m'intéresser. Donc voilà, en 2 mots, retracer je ne sais pas combien d'années de vie professionnelle, mais beaucoup. Qu'est-ce qui vous a surpris en passant du monde académique à l'industrie? Surprise totale d'une certaine façon, dans la mesure où je ne connaissais pas du tout ce monde-là, mais ce que j'ai trouvé, c'est quand même un monde très différent, ce qui est normal, hein, j'avais quand même une petite idée de ce qu'était le métier d'une entreprise, mais un métier au fond qui est le même, qui est le métier de la recherche. Donc il y a une constante dans tout ce parcours, c'est la recherche. Et donc je considère que la chance que j'ai eue, c'est de pratiquer la recherche au meilleur niveau de toutes les façons possibles. La recherche la plus fondamentale à l'école normale, l'administration de la recherche au CNRS et la recherche de l'entreprise dans l'entreprise, hein. Avez-vous un regret au cours de votre carrière? Aucun. Aucun. J'ai eu une chance formidable. Bon, d'abord, je suis arrivé à une période où tout était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et puis, de surprise en surprise, je n'ai fait que des choses passionnantes dans ma vie. Donc, très franchement, je n'ai aucun regret. Mais je serais incapable de refaire la même vie. Elle s'est faite de hasard et de coups de chance. Quels sont vos domaines d'expertise? Alors, mes domaines de compétences. Alors, évidemment, mon domaine de compétences de base, c'est la mécanique quantique. J'ai enseigné la mécanique quantique pendant des années. Et ça reste sur le plan scientifique, ma compétence de base. Maintenant, au cours des années, j'ai évidemment acquis d'autres compétences.
d'abord en management de la recherche, qui est quelque chose qui effectivement est quand même assez différent que d'exercer le métier lui-même, hein. Donc, et j'ai exercé ça aussi bien au CNRS que dans l'entreprise, où il s'agissait aussi de gérer une structure de recherche relativement importante. Et puis, au fil de mes activités industrielles, j'ai fini par perdre un petit peu ma qualité de spécialiste de physique atomique et de mécanique quantique pour devenir un spécialiste des matériaux. Donc aujourd'hui, j'ai une certaine compétence, mais ces compétences-là, il faut voir qu'elles se perdent quand même, ces compétences techniques, si je puis dire, se perdent au fil des ans. Donc j'ai toujours une certaine compétence dans le domaine de tout ce qui est l'industrie des matériaux, mais une fois de plus, cette industrie, comme tout le reste, évolue très vite et c'est vrai qu'il y a des compétences qu'on avait il y a 15 ans et qui sont plus tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Parlez-nous des prix Nobel de physique français que vous avez rencontrés. Les prix Nobel de physique français, je les connais tous, hein. Je vous dis, dans le labo, il y en a déjà eu 3, qui sont tous évidemment des très bons copains. Et j'ai fréquenté tous les autres. Le plus ancien que j'ai fréquenté, c'est Louis de Broglie. Alors moi, ce que je pense, c'est que si on a effectivement connu pas mal de succès au niveau des prix Nobel, et d'ailleurs des médailles Fields en mathématiques aussi, ça veut dire, ce qui est mon sentiment, c'est que la recherche fondamentale en France est de très bon niveau. Je crois qu'on a un potentiel formidable, que quand on a de bons laboratoires et qu'on leur donne les moyens, mais quand on a de bonnes idées, en général, on trouve les moyens. Mais encore faut-il être capable d'attirer des jeunes dans ces métiers. Et c'est peut-être aujourd'hui le problème le plus aigu. C'est que si on veut avoir des succès qui ne se mesurent pas forcément uniquement en termes de prix Nobel, mais en termes de retombées, de relations avec les entreprises, de développement des connaissances, il faut attirer des jeunes. Et j'ai malheureusement l'inquiétude qu'aujourd'hui, on a plus de mal à attirer des jeunes dans ces métiers-là, parce que c'est des métiers qui sont évidemment difficiles, qui demandent beaucoup d'engagement et de passion, et qui sont quand même mal reconnus, que ce soit sur le plan financier ou même sur le plan de la reconnaissance. Donc il y a à mon avis un effort à faire pour continuer à attirer des jeunes dans ces métiers pour lesquels on a réellement un potentiel en France. 3 mots pour résumer votre trajectoire professionnelle. Bon, le premier, c'est passion. Hein, j'ai été passionné par ce que j'ai fait toute ma vie et je pense que il faut expliquer aux jeunes qu'il faut faire un métier qui vous passionne ou il faut se passionner par son métier. Mais enfin, si on n'a pas la passion, la vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Hein. Donc ça, c'est le premier mot. Alors, le second mot, ce serait peut-être diversité. C'est-à-dire, j'ai eu la chance, effectivement, de ne pas avoir une activité professionnelle qui se cantonne pendant pratiquement 40 ou 50 ans dans l'exercice du même métier exactement. C'était le même métier, mais dans des environnements tellement différents que c'était en réalité des métiers différents. Donc, la diversité des activités que j'ai eues est pour moi une très très grande richesse. Hein. Le deuxième mot, hein, si vous voulez vraiment tout savoir, c'est la chance. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, à la fois d'arriver au bon moment, encore que bon, je suis né 15 jours avant la guerre, donc ma petite enfance n'a pas été si facile que ça. Mais ensuite, je suis arrivé, en particulier dans ma vie professionnelle, à un moment où les choses étaient beaucoup plus faciles. J'ai eu cette chance-là. Ensuite, j'ai eu cette chance de me voir proposer, au moment où je m'y attendais vraiment le moins, des évolutions de carrière très intéressantes. Donc, je pense que c'est la chance. D'ailleurs, quand je m'adresse aux jeunes, ce qui m'arrive de temps en temps dans des promotions de jeunes ingénieurs, par exemple, qui appellent un ancien à venir leur faire des recommandations qu'il n'écoute évidemment absolument pas. J'ai néanmoins toujours les 3 mêmes recommandations. Première recommandation, exercer d'emblée un vrai métier. Parce qu'un vrai métier, c'est pas la même chose que d'être consultant, d'être financier ou d'être si. Il faut avoir les mains dans le cambouis pendant au moins quelques années pour savoir ce que c'est qu'exercer un métier. Ça, c'est très important. La deuxième recommandation, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est d'avoir une passion pour le métier qu'on fait ou de choisir un métier qui vous passionne. Et la troisième, c'est d'avoir de la chance. Parce que la chance, il faut l'avoir passée et la saisir au moment où elle se présente. Et c'est pas totalement identique au hasard. Y a-t-il une anecdote que vous aimeriez partager ? Alors, vous m'aviez posé cette question, donc j'ai longuement réfléchi, et il m'est revenu une anecdote assez ancienne, mais qui, je pense, malheureusement, illustre un petit peu quelques problèmes qui sont encore d'actualité. Ça se passait il y a assez longtemps, à l'époque où le directeur général du CNRS était Pierre Jacquinot,
que beaucoup de gens ont connu, qui est un homme remarquable, et était directeur général du CNRS, et nous nous sommes trouvés tous les deux dans un avion d'Air France pour aller à un congrès en Suède, autant que je me souvienne. Hein. Et puis comme on avait des billets qui n'étaient pas à un tarif très élevé, y compris le directeur général du CNRS, d'ailleurs nous nous sommes trouvés tous les deux assis au dernier rang de l'avion. À cette époque-là, après le décollage, l'hôtesse passait dans le couloir central de l'avion avec un chariot et des revues et distribuait des revues aux passagers. Et lorsque l'hôtesse est arrivée à notre niveau tout au fond de l'avion, elle s'est tournée vers nous d'un air désolé, disant écoutez, je suis navré, il ne me reste plus qu'une seule revue, ça ne vous intéressera sûrement pas, c'est le journal du CNRS. Alors ça veut dire deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que le CNRS avait quand même un service de communication qui leur permettait de faire distribuer la revue du CNRS dans les avions d'Air France. Mais la deuxième chose, c'est que, au vu de l'hôtesse, et à mon avis de façon assez générale, on considérait que la recherche n'intéressait personne. Et ça reste peut-être un problème d'actualité. Vous avez choisi un objet à nous présenter. De quoi s'agit-il? Donc c'est un bel objet qui trône dans mon salon. Ça s'appelle un taxiphone. Et c'est un objet avec lequel je peux visionner des photos en 3 dimensions, en stéréoscopie, sur verre, qui sont des photos qui ont été prises par des membres de ma famille et par moi-même d'ailleurs, pratiquement depuis 1900. Donc j'en ai un millier et j'ai continué moi à apprendre tant qu'on était capable de tirer ces photos en relief que je prenais avec un appareil spécial. Hein. Alors pourquoi est-ce que je vous montre cet appareil et pourquoi il a pour moi une certaine importance? Il y a deux raisons. La première, si vous regardez cet appareil, c'est un très bel appareil ancien avec une mécanique et une optique tout à fait remarquables et j'adore la mécanique et l'optique et il traduit très bien ce qu'on peut faire de plus subtil dans ce domaine-là. Mais il y a une seconde raison. Cette seconde raison, c'est que j'attache une très grande importance à relier le passé au présent. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde que beaucoup de gens, y compris moi et probablement vous, avons beaucoup de mal à comprendre, parce que ce monde évolue à une vitesse fantastique et qu'on ne comprend plus rien. Mais il y a une chose qui ne change pas et qui n'a jamais changé, ce sont les hommes et les femmes. Et donc, comprendre comment les hommes et les femmes se sont adaptés dans des époques précédentes est une des clés qui permet éventuellement de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'attache personnellement une grande importance à ce lien entre le passé et le présent. Et c'est un peu ce que je voulais illustrer avec cet appareil un peu antique. Quel est selon vous le rôle de l'Académie aujourd'hui? Moi je crois que le rôle de l'Académie des technologies aujourd'hui, c'est peut-être non pas d'essayer de mettre en avant le progrès, mais d'essayer de comprendre et d'expliquer ce que sont les technologies, les évolutions technologiques actuelles. On est environné de technologies qui évoluent à toute allure. Donc, pour moi, l'Académie des technologies a un rôle majeur. Aujourd'hui, la technologie, ça perturbe. Alors, bien sûr, tout le monde est content des progrès de la médecine, mais quand il s'agit de savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, là, il y a des tas de gens qui non seulement ne veulent pas y croire, mais se perdent dans des fantaisies absolument inouïes sur le post-humanisme, la vie éternelle et autres, ou les vérités alternatives. Donc on a à essayer de se battre contre ça, et pour se battre contre ça, il faut qu'on aide les gens à comprendre.